Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire en partenariat avec Global Mind Consulting. Je suis Elodie Mida, cofondatrice et directrice des publications de Naol Media. Et c'est un plaisir pour nous de nous joindre à Global Mind Consulting, qui est un partenaire historique pour Naol Media. Global Mind est un cabinet conseil dans les métiers des relations publiques qui accompagne les acteurs de la transformation économique en Afrique. Et Naol Media est le premier média spécialisé dans les métiers de l'information et de la communication en Afrique francophone, qui diffuse également l'actualité des agences et des médias. Alors, dans le cadre de la belle synergie entre Global Mind Consulting et Naol Media, nous avons déjà eu à travailler ensemble sur de très très belles synergies, à savoir la création de contenu de qualité, donc des webinaires sur la communication de crise, les relations publiques. Nous avons également produit un document d'experts sur les tendances des relations publiques en Afrique francophone en 2021. Et tout récemment, nous avons sorti un listing, donc le Naol Media 40, qui est le listing des 40 femmes impactantes dans les métiers de la communication et de l'information en Afrique francophone, où nous avons pu citer Sena Boundia, qui est CEO de Global Mind Consulting, Radidia Idrissi Yanati, qui est une des speakers du panel d'aujourd'hui, qui est CEO de Tian Coffee. Et l'ensemble de ces documents sont consultables gratuitement sur naolmedia.com. Global Mind Consulting et Naol Media œuvrent aussi pour la promotion des métiers des acteurs de la communication en Afrique francophone et participent à la réécriture du narratif africain autour des pays du continent africain. Et c'est notamment dans ce cadre, donc dans les 10 ans de Global Mind et dans le premier anniversaire de Naol Media qui se fera à la fin du mois de juillet, que nous avons décidé de lancer les webinaires Global Mind Talks. Et pour ce premier webinaire des Global Mind Talks 2021, nous allons aborder le sujet des stratégies d'influence et du narratif africain. Comment reprendre en main le narratif africain contribuera à impacter positivement l'histoire du continent dans le monde. Alors, les différentes questions qui seront posées seront répondues par 3 experts de qualité, de haut niveau, à savoir que cette question du narratif à la fois nous concerne, nous impacte, nous touche et nous nous posons des questions dessus au quotidien au sein de Global Mind, au sein de Naol Media, mais également vous allez constater à travers leur prise de parole que les différents intervenants aussi œuvrent chaque jour pour contribuer à ce narratif, pour qu'il soit impactant, pour qu'il soit positif. Et donc, on va répondre aux questions liées aux stratégies d'influence. Pourquoi nous parlons de stratégie d'influence? Qu'entendons-nous par narratif et quel est son impact? Quels sont les leviers d'action et quels sont les outils pour raconter un nouveau narratif plus réaliste, plus objectif et ce qui se passe réellement sur le continent? Je vais maintenant vous présenter nos 3 intervenants. Nous avons Radidia Idrissi Yanati, qui est CEO de TN Coffee, qui est un cabinet de conseil en relations publiques et en affaires institutionnelles, qui est membre du groupe Welcome Pierre, qui est convaincu du potentiel de l'Afrique et de la nécessité de valoriser l'intégration économique du continent. Radidia a également cofondé IA Africa, qui est un réseau d'entrepreneurs africains qui vise à développer le commerce intra-africain et la coopération sud-sud avec à la clé l'IFREN Forum. Et elle œuvre également pour l'autonomisation économique des femmes, des jeunes ainsi que le développement social. Ensuite, nous avons une experte en communication qui est diplômée en sciences politiques et qui est passée par de grandes entreprises de télécommunications et qui a été directrice de la communication de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Odimba. On a Evelyne Diatta Akrompessi, qui a créé en 2015 le média panafricain Eden TV. Et son ambition, c'est de miser sur un contenu beau et diversifié pour rendre universel le voyage permanent autour de l'Afrique, de la diaspora et du monde. Notre troisième speaker, c'est Ebel Olinga, qui est diplômé de l'antenne de Douala de l'École supérieure de journalisme de Paris, dont il est sorti major de promotion en 2015. C'est un ancien chroniqueur des émissions Canal Presse et Revue de la presse à l'Arène à Canal 2. Et il a fait 10 années de journalisme et aujourd'hui, il a décidé de mettre sa casquette de journaliste de côté et il est à la tête du département des relations publiques du port autonome de Douala au Cameroun. Bonsoir Ebel, Radidia et Evelyne. Bonsoir Elodie. Alors, Radidia, je vais commencer par toi.
quelle est ta définition de l'influence? Toi qui es spécialiste de la communication d'influence depuis plusieurs années, on parle énormément de stratégie d'influence. En tant qu'actrice du secteur, comment définirais-tu l'influence? Alors bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je voudrais remercier Global Mind Consulting et Naol Media pour le choix du sujet. Je pense qu'autour de ce panel, s'il y a quelque chose qui nous anime toutes et tous, c'est de pouvoir justement impacter ce narratif sur le continent. Et chacun et chacune, à partir de son action au quotidien, créer justement ou participer à redéfinir ce narratif tel que nous le connaissons et nous le souhaitons. Alors, pour répondre à ta question, Élodie, et donc l'influence, bien sûr, on parle ici d'influence en communication. Alors, de manière générale, c'est la capacité à influencer une ou plusieurs cibles sur un sujet bien défini. On peut parler d'influence dans la formation de l'opinion publique, on peut parler d'influence dans la prise de décision ou dans le changement d'image ou de perception d'une marque ou d'une personnalité. Alors, en fait, parce que parfois, il nous arrive de se poser la question sur la différence entre l'influence et la communication de manière générale. Quand la communication s'adresse aux clients directement, l'influence va s'adresser à des cibles intermédiaires qui vont inclure des relais d'opinion, des décideurs, des ordonnateurs ou des parties prenantes internes ou externes à l'organisation pour pouvoir soutenir les messages d'une organisation ou d'une entreprise. Et puis là encore, on risque de poser la question, quelle est donc finalement la différence aussi entre l'influence et le lobbying? Ces deux éléments différents, mais qui sont interconnectés. Le lobbying, c'est plus en lien avec le networking. Donc, des lobbyistes vont être des personnes qui ont des réseaux assez développés, des liens privilégiés avec des personnes dans certaines positions clés qui permettent de faciliter une prise de décision orientée celle-ci. Et donc, nous, par exemple, en tant que cabinet de conseil en communication d'influence, nous pourrons collaborer éventuellement avec des spécialistes du lobbying en leur développant du contenu qui est nécessaire pour accompagner leur action de lobbying. Et en parlant d'accompagnement, quels sont les leviers d'action que vous utilisez au sein de votre cabinet Tian Coffee pour accompagner ces différents États, organisations et institutions? Alors, lorsqu'on va parler de communication, de stratégie d'influence, vous savez, chaque cas est un cas particulier. Donc, les leviers qu'on va activer vont dépendre de l'organisation elle-même, de son contexte particulier, son histoire, ses objectifs, ses enjeux, mais c'est aussi très fortement lié au contexte global dans lequel l'organisation opère, que ce soit le contexte local, donc pays, socio-économique, politique, ou de façon plus générale, la région, quand c'est une organisation qui opère sur une région définie. Alors, de manière générale, nous déployons nos stratégies d'influence de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire porter les messages de l'institution, de l'organisation, par une troisième partie. Cette troisième partie peut être interne à l'organisation, bien sûr en dehors du management, ou externe, mais qui soit connu, reconnu et crédible. Parfois, les messages, quand ils sont véhiculés, portés par des personnes internes, ils deviennent encore plus crédibles. Plusieurs exemples peuvent me venir à la tête. Une entreprise, c'est un cas réel, une entreprise où il y a eu une crise qui s'est déclenchée, qui est en lien à un acte de harcèlement sexuel, par exemple. Et donc, lorsque des collaboratrices ou collaborateurs de l'entreprise prennent la parole pour expliquer
par exemple, comment est-ce que cette entreprise devrait ou incarne ou met en place, met en œuvre des dispositifs qui sont clairs pour pouvoir lutter contre le harcèlement ou alors protéger ses collaboratrices et collaborateurs de l'harcèlement, ben forcément, en termes d'image, cela va être assez positif vis-à-vis des cibles externes parce que ça vient de l'intérieur, de personnes qui vivent dans cette organisation et qui connaissent ce qui se passe à l'intérieur. Contrairement, et là on va parler d'un secteur qui est très connu pour faire appel à des stratégies d'influence, notamment le secteur par exemple de l'industrie pharmaceutique, et bien en général, on va plus faire appel à des chercheurs, à des médecins, donc qui peuvent être soit, disons, des experts ou des prescripteurs pour faire porter des messages. En général, c'est des contenus qui ont été développés par des agences de stratégie d'influence et qui vont être portés par des troisième parties externes, mais qui ont leur poids, qui ont leur mot à dire. C'est des faiseurs d'opinion en général pour pouvoir véhiculer des messages en faveur de l'entreprise ou de l'organisation. Merci Khadija. Je vais continuer dans ton propos. Tu as parlé de contenu de faiseurs d'opinion. Je vais me tourner vers Evelyne cette fois-ci. Evelyne, en tant que fondatrice d'un média, donc Eden TV, pour toi, quelle est la responsabilité, quelle est l'influence et comment les médias contribuent-ils au changement du narratif africain? Comment ils peuvent contribuer au changement de ce narratif africain et le réécrire? Alors, Evelyne, on ne t'entend pas. Alors, vous m'entendez un peu mieux? Oui, là, c'est mieux. Parfait. C'est bon? Merci. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans ce Winebar. Alors, pour la question des médias, c'est assez... je veux dire, media is power. Il est évident que la télévision, la radio, la presse écrite sont des éléments extrêmement influents. Et aujourd'hui, à travers Eden Télé, je ne parlerai pas tellement d'influence, je parlerai d'inspiration. Je pense qu'il est important pour nous aujourd'hui et en Afrique en particulier avec la communauté que nous rassemblons et jeunes en particulier, de pouvoir au travers des contenus que nous proposons, non pas influencer, mais j'allais dire non pas influencer, mais j'allais dire inspirer cette jeunesse. Et donc, c'est des choix qui se font à travers une grille des programmes qui est bien pensée et bien réfléchie. Et le challenge pour moi, notamment comme chaîne panafricaine présente sur 25 pays africains, c'est véritablement de trouver les contenus et de pouvoir installer ce dialogue entre l'ensemble de ces pays francophones africains qui ont leur identité propre et de trouver le trait d'union, le liant entre ces différentes communautés. Et donc, du coup, c'est vrai que la réflexion se pose sur la question du contenu, sur la question de ce narratif qui est devenu vraiment, j'allais dire, essentiel à la création des contenus, qui peuvent démarrer par étant un contenu local. Quand on parle Wolof et qu'on est sénégalais avec sa culture sénégalaise, on peut effectivement partir d'une identité locale, mais tout en pensant que ce contenu local peut tout à fait avoir ses résonances un peu plus panafricaines, voire universelles. Donc la question de l'influence à la télévision, ou la question plutôt, j'allais dire, de l'inspiration à la télévision, parce que c'est vraiment comme ça que je souhaite l'aborder. Donc, puisque la manipulation aussi n'est pas très très loin dans le fait de pouvoir en tout cas accueillir de l'information, du contenu, la question donc de l'inspiration est pour moi vraiment capitale.
Et la manière dont le narratif africain, selon moi, doit être récupéré, c'est en se focalisant à la fois sur nos propres histoires, qu'elles soient urbaines, contemporaines, modernes ou plus, j'allais dire, historiques. Et donc, c'est vraiment j'allais dire, un travail presque d'introspection sur notre propre culture et faire en sorte de la porter, j'allais dire, donc à l'écran pour la promouvoir et je dirais la partager. Et on va aller là du côté de l'histoire du storytelling pour comprendre d'où naît Eden TV. Quel a été le déclic, de quel constat tu pars pour créer Eden TV et comment aujourd'hui tu fais pour t'imposer en tant que nouveau média, avoir une identité africaine qui soit forte et dans un secteur aussi concurrentiel que l'audiovisuel. Tout à fait. Eden TV a été créé en 2015. Comme tu l'as précisé lors de ta présentation, moi j'ai un background plutôt communication. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années au sein du groupe Orange, où j'étais communicante en particulier auprès des pays. J'étais attachée à la marque. Et donc, on a fait beaucoup j'allais dire à l'époque de rebranding, puisque le groupe essayait de s'implanter dans plusieurs autres pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, et j'étais en charge de la communication interne pour ces pays-là. Mais moi, je suis une grande amoureuse de la télévision. Et donc, en fait, tout simplement, à l'époque, je nourrissais en secret une volonté de pouvoir travailler soit dans les métiers de l'audiovisuel, soit de créer mon propre média. Mais c'était en projet. Et donc, de formation en sciences politiques, j'ai eu l'opportunité effectivement d'accompagner la première dame Sylvia Bongo Ndimba au Gabon en qualité de directrice de la stratégie et de la communication. Ça a été une excellente expérience et une très belle expérience de pouvoir travailler auprès des communautés et surtout de pouvoir accompagner des projets impactants et qui pouvaient soutenir les communautés. Et donc, au bout de cette expérience de 2 ans, en fait, j'ai fait simplement un changement de cap, un changement de vie. Et donc, j'ai récupéré un projet que j'avais écrit sur la question de la télévision, autour de la télévision il y a quelques années. Et en fait, j'ai pris à peu près 3 ans pour développer ce projet-là, mais en partant d'un constat assez simple. On est en 2015, il n'y avait pas encore A+, il n'y avait pas encore véritablement, j'allais dire, de chaînes de télévision panafricaine autour de l'entertainment. Et mon idée, véritablement, c'était de ramener du contenu, du beau contenu sur le continent, mais également de penser du contenu africain à partager avec le reste du monde. Donc, l'idée d'Eden TV vient véritablement d'une volonté de créer une plateforme qui est donc une plateforme de promotion de la culture noire. Moi, je suis d'origine sénégalaise, mais j'ai grandi et j'ai été élevée, j'ai eu la chance d'être élevée un petit peu par le reste du monde, que ce soit le Congo, la Suisse ou la France et le Sénégal. Et donc, je suis diaspora totalement, j'allais dire, assumée, avec toujours un pied en aller-retour entre l'Afrique et la diaspora. Et en fait, il me semblait qu'il manquait, au moment où je pense mon projet, il manquait une chaîne qui puisse proposer des contenus qui s'adressent à l'ensemble de la communauté francophone africaine et qui challenge aussi la qualité de ces contenus-là. C'est-à-dire à la fois proposer évidemment des films, des séries, mais aussi du documentaire, des magazines. Et véritablement, mon challenge aujourd'hui, c'est de faire du sens, c'est de repartir dans l'idée que la télévision, comme je l'ai dit, elle est là pour inspirer, elle est là pour informer, elle est là pour apprendre et enseigner. Et donc, pour moi, le challenge vraiment pour les prochaines années, c'est de vraiment créer du sens à travers les contenus et de récupérer le narratif, j'allais dire, de l'ensemble de ces 25 pays pour commencer et de les traduire à l'écran à travers des émissions historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. Mais c'est également véritablement de pouvoir augmenter le volume sur des problématiques et en particulier là, et je pense à Khadija qui est aussi très impliquée et qui est une activiste probablement d'un point de vue associatif, mais c'est d'augmenter le volume sur des problématiques qui sont
notamment par exemple pour citer que celle-là concernant les femmes, et donc des problématiques qui parfois ont leur résonance à la radio, mais qui à la télévision sont moins souvent évoquées. Et donc l'idée véritablement, c'est d'aller chercher du contenu à partir du Sénégal, à partir du Cameroun, à partir du Congo, à partir du Niger, et d'aller à la rencontre de ces pays, des personnalités de ce pays, des acteurs de ce pays, et de pouvoir inspirer le reste, j'allais dire, du continent à travers ces différentes expériences. Merci Evelyne. On a une question pour toi de Jordan Mouyeka qui demande: Eden TV a-t-il un projet de conception de contenu cinématographique ou d'émission? Oui, alors d'émission, oui, on a actuellement, on est en production dans 6 jours d'une émission qui s'appelle Panafricaine, qui justement reprend ce que je viens de décrire, hein. C'est une plateforme qui augmente le volume sur les problématiques des femmes sénégalaises et africaines en général. Donc on aborde des sujets comme la femme en politique, les femmes dans les guerres, mais également la question des femmes et des sciences, et des sujets un peu plus j'allais dire compliqués, comme la question de l'excision, ou alors la question du viol ou du harcèlement sexuel. Donc avec la volonté d'aborder les sujets, de proposer des témoignages, mais aussi de voir quelles sont les solutions et les problèmes que l'on peut régler. Je pense que le témoignage, dans le cadre de ce type d'émission, est capital parce que quand on témoigne, on inspire, on partage, et il y a aussi une émotion qui peut passer, j'allais dire, de la personne qui a vécu le drame ou qui a vécu l'histoire fantastique à partager avec les autres. Donc oui, nous avons des projets d'émissions. Nous produisons une émission qui s'appelle Héros et héroïnes d'Afrique, que j'aime beaucoup parce que c'est une émission qui est historique et qui va chercher un petit peu les pères fondateurs du continent, et qui, dans une narration mêlée de films, quand on arrive à les retrouver, d'archives, raconte les parcours de personnalités comme Winnie Mandela ou Cheikh Anta Diop ou Lat Dior. Et en fait, l'idée vraiment à travers cette émission, c'est de pouvoir permettre aux Sénégalais de découvrir des Nigérians de découvrir des Sénégalais à travers les acteurs de l'histoire. Et je crois que c'est véritablement, quand on parle de narratif, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de pouvoir repartir dans notre histoire, qui me semble est extrêmement riche. D'abord parce que nous avons ces fantastiques, j'allais dire 54 pays plus la diaspora, et en fait on a une histoire qui est intarissable, mais qui manque, j'allais dire, de support à partager. Donc à travers évidemment le film, à travers la série, je crois que les challenges sont importants, mais surtout il y a un boulevard pour pouvoir récupérer le narratif et nous raconter les histoires africaines, et peut-être même faire du docu-fiction, parce que peut-être qu'il va nous manquer de la matière, mais je crois qu'il est vraiment temps de pouvoir se voir en miroir et à travers nos histoires, parce qu'il faut le faire également, mais aussi à travers des histoires un peu plus anciennes. D'accord, merci Evelyne. On va passer à Ebel, toujours pour rester dans la partie médias et stratégie d'influence. Ebel, quelle est la place en tant que chef du département des relations publiques du port autonome de Douala? Quelle est la place que vous accordez aux médias dans votre stratégie d'influence et RP au port autonome? Est-ce que vous êtes dans un travail de codépendance, ou alors est-ce que vous êtes dans une co-construction de contenu et de diffusion de messages avec les médias? On ne t'entend pas, Ebel. Là, c'est bon? Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à partager ce webinaire avec Khadija et Evelyne, deux valeurs sûres féminines africaines. Permettez-moi d'abord de dire un mot sur le port autonome de Douala avant de discuter, d'échanger avec vous sur ce que nous avons, les pratiques que nous avons cours ici. Le port autonome de Douala est le premier port de la CEMAC. Il assure 95% du trafic national.
Il dessert les pays sans littoral, notamment le Tchad et la République centrafricaine et une partie du Congo. Revenons sur la question que vous avez posée, Élodie. On ne peut réellement pas parler d'interaction avec le public sans associer les médias à nos actions. Vous le savez sans doute mieux que moi qu'avec la démocratisation de l'outil Internet et des smartphones, l'information vraie ou fausse est une entreprise, sur une entreprise, je voulais dire une information vraie ou fausse sur une entreprise peut devenir en quelques secondes virale dans la sphère digitale. Donc, au-delà de la mise à disposition de nos supports à certains médias pour meubler leur contenu, nous associons certains influenceurs, pas ceux dont parlait tout à l'heure Khadija, des faiseurs d'opinion, mais des influenceurs pour toucher une certaine couche, soit jeune ou moins jeune, ou encore simplement communiquer sur nos actions. Nous faisons également recours aux médias classiques, dont les seuls objectifs ici sont d'anticiper sur la désinformation et gagner la bataille de l'opinion sur le plan local et national. Vous parlez tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si c'est une codépendance ou une co-construction. À travers le discours que je viens de développer, vous comprendrez très bien que c'est une co-construction parce que la communication portuaire, tout comme d'autres disciplines de ce domaine, le droit maritime et autres sont récents. Le PAD communique sur les espaces offerts par les médias et ceux-ci apprennent au contact de la communication portuaire, le lexique, les métiers et la gestion portuaire. Sur le plan des relations publiques et l'audit, les médias sont utilisés dans le cadre de la reconstruction de l'image de marque du PAD. À titre d'exemple, les usagers confondaient le port autonome de Douala, qui est l'entité publique qui gère la place portuaire de Douala, appelée port de Douala-Bonabéry, à l'autorité. Il suffisait qu'un acteur de la place portuaire de Douala-Bonabéry fasse une dérive, qu'elle était aussitôt attribuée à l'autorité. Donc, nous sommes dans une logique de co-construction des mentalités, des savoirs et des savoir-faire. Et quelle est la place, la part que vous accordez aux médias locaux, aux médias panafricains et aux médias internationaux? Et est-ce que l'approche est la même pour ces différents médias? Vous comprenez très bien par rapport à notre activité que l'approche est différente. Nous sommes portés vers l'international. Donc, pour les médias locaux que je signalais tout à l'heure, nous sommes dans une bataille d'opinion. Il faut faire comprendre les mutations en cours, faire savoir qu'ils sont imposés par la norme internationale pour que les communautés riveraines et les différents acteurs ne relèguent pas les mutations que nous mettons en place à une chasse aux sorcières contre eux. Ce qu'on a constaté, Élodie, c'est que généralement, lorsqu'un processus de normalisation d'une activité portuaire est lancé, il donne cours à des procès en justice et une guerre d'opinion dans les médias. Il est donc question dans le mix communication, marketing et relations publiques, parce que nous cheminons ensemble, de présenter l'importance et l'impact de nos activités pour la survie du port et de l'économie. Donc, il faut également, dans la logique de reconstruction de notre image, le faire savoir à l'international, avec en toile de fond la conquête des nouveaux clients. Nous sommes une plateforme d'échange de commerce sur le commerce extérieur. À ce niveau, il est question de rassurer sur les capacités d'accueil et de promouvoir les innovations. À titre d'exemple, lorsque les délais de séjour, vous le savez très bien dans les ports, le délai de séjour des navires à quai sont revus à la baisse, ce qui est un élément de compétitivité et d'attractivité d'un port. Nous ne manquons pas de le faire savoir, car cette performance qui a pour incidence immédiate la réduction des charges financières aux armateurs peut faire de notre port une destination fiable. Donc, sur le plan international, il faut faire savoir cela pour caper ou attirer le trafic. Et sur le plan sous-régional, nos communications dans les médias panafricains visent essentiellement à partager nos savoir-faire. Car si nous sommes en concurrence avec certains ports, notamment Abidjan, Ghana, Pointe-Noire,
Lomé et j'en passe. Il demeure cependant vrai que d'autres, par contre, peuvent s'intéresser à notre spécificité et gagner à collaborer pour les échanges de bonnes pratiques et notre expertise. Je prends l'exemple du dragage, qui est l'extraction des sédiments dans les fonds marins pour permettre une bonne navigabilité. Je peux, sans risque de me tromper, affirmer que sur le plan sous-régional, nous sommes les premiers et parmi les meilleurs en Afrique. Merci Ebel. On va passer à Khadija, toujours dans le cadre de l'image des marques, puisque l'on parlait du port autonome qui est un acteur principal dans l'image de marque du Cameroun. On va aller du côté du Brown Country. Comment est-ce que les stratégies d'influence ce sont des stratégies gagnantes pour des États, Khadija? Et en termes de notion de nation branding, est-ce que c'est une stratégie gagnante et efficace pour les États africains aujourd'hui? Oui, je répondrai très rapidement oui pour les deux, que ce soit pour ce qu'on peut appeler le nation branding, donc les marques pays, ou pour les stratégies d'influence qui concernent les pays. Chacune va avoir un rôle en particulier et va pouvoir aider à créer un impact en particulier auprès de cibles particulières. Quand je parle de la marque pays est un élément essentiel qui permet d'abord de créer une image en particulier pour ce pays. Cette image peut servir comme élément d'identification, mais peut aussi servir comme source de richesse pour le pays. Plusieurs pays dans le monde ont développer des marques pays assez fortes. Si on prend l'exemple de la Turquie, par exemple, qui a construit en l'espace d'une décennie une marque pays très forte, qui est basée essentiellement sur l'économie, donc et sur le tourisme. C'est un pays qui a réussi à développer son image et donc grâce à ce développement d'image, il a pu développer son tourisme et son économie, notamment l'industrie sur certains segments, le textile à titre d'exemple. D'autres pays ont capitalisé sur une marque pays autour d'une thématique en particulier. Nous avons tous entendu les fameuses publicités sur les chaînes internationales où on va finir la pub avec Incredible India, et donc l'Inde qui construit son branding autour de Incredible avec des spots sur les richesses culturelles en termes de paysage, en termes de tradition qu'offre le pays. Creative Korea, où la Corée du Sud, par exemple, a construit son identité autour de la créativité, la technologie, les avancées. Et au niveau de l'Afrique, du Maghreb ou Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a des exemples de pays qui ont réussi à la nation branding et qui ont réussi à s'imposer? Alors, sur le continent, on va se permettre de dire réussite, c'est-à-dire création déjà, parce que nous sommes encore à un stade assez, le début de la création de cette prise de conscience de l'importance de développer une marque pays. Le Maroc, à titre d'exemple, est en train de développer, s'est engagé dans cette voie depuis maintenant une dizaine d'années, où le choix de développer la marque pays en mettant en avant le Made in Morocco. Et donc, le fait produit au Maroc, et donc ça va aller des produits, disons, agroalimentaires, produits du terroir, mais jusqu'à de l'artisanat marocain. Et donc, on a fait quelque part, le Maroc, on fait son emblème pour pouvoir construire sa brand autour de ces éléments-là. C'est en général des éléments qui constituent une force du pays dans le cadre de sa région pour pouvoir se démarquer. Et justement, le nation branding est important d'abord pour le pays en tant que tel, mais aussi si on parle dans un contexte continental, surtout depuis l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine, sur laquelle nous comptons beaucoup pour dynamiser les échanges intra-africains et pour impacter l'économie du continent. Il est essentiel que les différents pays puissent développer leur marque pays pour pouvoir rentrer dans une logique de complémentarité plutôt que logique de concurrence. Et donc, pour pouvoir opérer tous ensemble dans le cadre d'une zone de libre-échange, il est essentiel que chaque pays puisse se définir une particularité et que ces particularités puissent cohabiter ensemble dans le cadre d'un grand ensemble qui devra être l'Afrique. On peut commencer par imaginer les sous-régions déjà qui s'organisent
ainsi. Et donc, ça peut être porteur de valeur ajoutée à tous les niveaux, sur le plan économique, au niveau du tourisme. Imaginez des circuits intégrés où on peut vendre plusieurs destinations dans des packages, par exemple, mais aussi sur le plan, disons, industriel, où certains pays ont une force de production de matières premières, d'autres ont la capacité de faire de la transformation, et donc ils peuvent joindre leurs forces pour pouvoir sortir des produits finis qui ont forcément plus de valeur à l'export, et donc ils peuvent apporter de la valeur ajoutée au continent. Donc, si je reviens au nation branding, c'est un élément qui devient de plus en plus important. Je vais donner quelques exemples. Donc, au Maroc, on travaille beaucoup sur le Made in Morocco comme élément, mais il est nécessaire, c'est une logique marketing, et il y a disons, un process à suivre. C'est d'abord connaître, évaluer, développer des études de perception pour comprendre la perception d'un pays par les différents marchés ou les différentes cibles qui nous intéressent, et puis capitaliser sur les forces qui vont ressortir de cette étude de perception en les consolidant pour pouvoir, qui devront constituer la base de cette marque pays. Vous avez aussi posé la question sur les stratégies d'influence quand elles sont adoptées ou mises en œuvre par les pays. Bien sûr, c'est essentiel qu'un pays puisse mettre en place de façon intelligente et efficace des stratégies d'influence, que le pays puisse miser sur les bons leviers pour pouvoir les déployer auprès des cibles, des différentes cibles. Et les stratégies d'influence sont utiles et parfois même vitales sur des sujets en particulier. Nous savons que le continent n'est pas un continent très calme, donc il y a souvent des conflits dans certaines zones du continent, et donc ces conflits peuvent entraîner disons, des répercussions, et aujourd'hui pouvoir faire appel à des stratégies d'influence positive, encore là, parce que qui dit influence en général, ça a une connotation négative, et donc on va peut-être confondre influence et manipulation, comme disait tout à l'heure Evelyne, ou on va confondre influence et ça peut être justement de la manipulation à travers des méthodes qui ne sont pas forcément éthiques, mais l'influence peut se faire de façon totalement éthique et totalement positive. Plusieurs pays vont déclencher des stratégies d'influence pour pouvoir orienter des projets économiques. Le Maroc et le Nigeria, par exemple, si je peux citer cet exemple, il y a eu un vrai travail d'influence qui a été opéré par le Maroc pour pouvoir faire en sorte à ce que le gazoduc géant qui va sortir du Nigeria et qui va traverser l'Afrique pour arriver en Europe puisse passer par le Maroc, par exemple. Un sujet aussi qui est considéré aujourd'hui comme un sujet de nation pour nous, qui est la question du Sahara marocain. Et aujourd'hui, le Maroc déploie des stratégies d'influence au niveau international auprès de puissances mondiales ou auprès des Nations Unies pour pouvoir faire porter sa voix et expliquer sa position et son message pour pouvoir rallier ou développer plus d'alliés sur le sujet. Donc, clairement, les stratégies d'influence sont un élément essentiel qui est d'ailleurs déployé par les États, par les organisations pour pouvoir atteindre leurs objectifs, soit de souveraineté ou de développement économique ou même des orientations politiques. Merci Khadija. On va continuer toujours dans le cadre de cette rencontre en nous tournant vers Evelyne. Evelyne, comment un média africain, on parlait tout à l'heure de ces pays qui vont diffuser donc leur stratégie d'influence à l'international, donc qui vont aussi passer par des médias. On peut prendre aussi le cas du Rwanda qui a beaucoup fait appel à des médias internationaux dans le cadre de sa stratégie de nation branding. Comment un média africain peut-il trouver sa place au niveau local et comment il peut servir le narratif propre à chaque État? On ne t'entend pas, Evelyne. Ah, ça recoupe. Parfait. Voilà, donc tu peux reprendre la question, s'il te plaît. La question était comment un média panafricain peut-il trouver sa place au niveau local tout en servant le narratif propre à chaque État? Ah, donc c'est vraiment une très bonne question. Quand on est une chaîne panafricaine comme Edan TV,
trouver sa place au niveau local, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est véritablement, probablement, il va falloir que j'utilise plus de stratégies d'influence pour intégrer, le tissu local pour pouvoir à la fois, je pense, être plus proche, c'est-à-dire qu'il faut absolument jouer la carte de la proximité. Il faut que le média panafricain puisse, être perçu, au niveau local comme un partenaire, c'est-à-dire simplement faire savoir qu'on est là, communiquer largement pour que, au niveau local, on comprenne que vous êtes un partenaire qui peut justement porter un peu plus loin l'écho des problématiques que vous pouvez avoir. Donc, je crois que le challenge pour les médias panafricains, en général, c'est véritablement de pouvoir, atterrir et avoir une position claire et être, impliqué dans les problématiques locales et pouvoir justement les porter au niveau panafricain. Et donc, du coup, sur le choix des contenus qu'on peut être amené à choisir pour les porter au panafricain, il faut pratiquement pousser vers des contenus, local, c'est-à-dire avoir une ADN locale, mais toujours un intérêt qui puisse aller au-delà. Alors, Le challenge principal, c'est de pouvoir communiquer avec les acteurs locaux afin qu'ils comprennent que nous sommes présents à leur côté pour pouvoir, porter cette information, ou en tout cas ces contenus locaux, un peu plus loin. Mais je dois dire qu'il faut aussi avoir vouloir sortir du local. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a, et on ne peut pas le reprocher au pays, une volonté de servir les problématiques locales d'abord. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, les difficultés que les médias panafricains peuvent rencontrer, c'est qu'ils doivent s'adapter à l'ADN de chaque pays pour pouvoir être au plus près des actions qui sont menées par les États. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir… nous, en tant que médias, ce n'est pas tellement un sujet, mais je crois que c'est d'abord le sujet des pays qui doivent, de toute façon, dans leur stratégie aussi de communication, avoir la volonté de vouloir, sur une cible panafricaine, vouloir communiquer. C'est-à-dire… par exemple, si je devais interpeller mon collègue de Yaoundé, quelle est, par exemple, pour lui, sa volonté de communiquer au-delà du Cameroun, de vouloir communiquer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et de faire savoir finalement ce que le port autonome du Cameroun fait dans ses activités qui doivent être fantastiques, comme il les a décrites tout à l'heure. Voilà, quelles sont les volontés de communication des pays finalement à vouloir communiquer au niveau panafricain. Et je ne parle pas là des news, parce que les chaînes de news, elles existent, elles sont là. Mais par exemple, simplement de pouvoir faire un reportage sur le port autonome de Douala et de pouvoir dire, expliciter, accompagner avec la caméra pour donner, de partager qui va au-delà du Cameroun, c'est souvent, le challenge des chaînes panafricaines à essayer d'expliquer que ça a du sens d'avoir des téléspectateurs au-delà du local. D'accord, merci Evelyne. Vu que tu as interpellé Ebel, ça tombe bien parce qu'on va continuer avec Ebel. Ebel, très rapidement, quels sont les leviers qui ont été utilisés qui ont été utilisés par le PAD pour redorer son image quand tu es arrivé à la tête. Et on va également parler du digital, on va embrayer sur le digital. Quels sont les leviers également au niveau du digital que vous avez mis en place, sachant que l'image du PAD quand tu es arrivé, il y avait un énorme travail à faire. Peux-tu nous donner des exemples concrets très rapidement, s'il te plaît? Bien, merci Elodie. Je voudrais remettre dans le contexte l'une de nos actions menées au moment où nous arrivons au PAD en 2017. Donc lorsque la nouvelle équipe installée en 2017, qui a pour mission de redonner l'image
plus compétitive et attractive et performante du port de Douala-Bonabéry arrive, nous trouvons un port qui a des partenaires tels que ceux de la République centrafricaine et de la République tchadienne qui menacent de quitter le port de Douala-Bonabéry pour aller à Pointe-Noire et au port Sud-Soudan. Nous avons adopté une approche participative entre les acteurs de la place portuaire, les partenaires et le personnel. Parce qu'il faut le savoir, chaque partie prenante a un rôle à jouer pour le changement des visions ou le changement de l'image que le public doit avoir vis-à-vis de nous. Donc, pour comprendre mieux cela, je dois déjà vous préciser que le port de Douala dessert ces deux pays, comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a un instant à mon introduction. Et à travers les installations du port de Douala-Bonabéry, 80% des marchandises de la République du Tchad et de la République centrafricaine transitent. Donc, entre 2015 et 2017, une tension tacite due aux lenteurs administratives qui, avec au passage certaines mauvaises pratiques, ont poussé les opérateurs de ces deux pays à vouloir quitter les opérations du port de Douala-Bonabéry pour les ports concurrents. Donc, l'indisponibilité du top management également, dû à l'état de santé du défunt directeur général, avait davantage empiré la situation. Donc, la première action était de réactiver le cadre de concertation tripartite PAD, République centrafricaine et République du Tchad, dont la dernière rencontre avait lieu en 2012, si mes souvenirs sont bons. La dernière rencontre entre ces trois pays, dans ces trois entités, le PAD, qui représente le Cameroun, les chargeurs centrafricains et les chargeurs tchadiens, avait eu lieu en 2012 à Yaoundé. Donc, le lieu et la date vont vous aider à comprendre la suite des événements. Donc, à cause de l'indisponibilité de l'ancien directeur général que j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a plus d'assises et de concertation pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, il ne fallait surtout pas aller vers ces acteurs qui savent déjà ce qu'est le PAD et quelles sont les missions assignées au nouveau directeur général, parce qu'ils étaient suffisamment informés de l'évolution du PAD. Et en accord avec ceci, nous avons répertorié la liste des récriminations que nous savons déjà bien sûr, et la direction générale avait adressé à chaque service technique du port autonome de Douala et à chaque responsable des entreprises qui opèrent dans le port de Douala-Bonabéry la liste de ces récriminations afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse apporter une solution à son niveau pour permettre une amélioration générale. À la fin de cette opération, avant de programmer la rencontre avec les deux pays, nous avons produit des supports de promotion qui présentaient et valorisaient les changements qu'ils attendaient auparavant et qui a été projeté lors à l'ouverture de la rencontre avant même que les débats, excusez la répétition, ne soient ouverts. Il faut également préciser que nous sommes allés avec tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la place portuaire pour échanger et à la fin de cette projection, des changements apportés à la lumière des récriminations de ces deux pays. On pouvait lire sur les visages des réactions, un soulagement sur les visages des uns et des autres. Donc, à ce jour, l'autorité portuaire fait le monitoring sur les recommandations et nous, aux relations publiques, à travers des accompagnements, du sponsoring et le mécénat sur les activités menées au Tchad et en République centrafricaine et la distribution, bien évidemment, des supports de communication, des gadgets. Nous essayons de garder le lien fort. Donc, quel levier et comment utilisez-vous les leviers du digital au sein de l'infrastructure? Oui, je disais en ouverture que notre activité est beaucoup plus portée vers l'international. Donc, à ce titre, nous nous traitons avec une cible qui est essentiellement basée hors de nos frontières. Donc, le digital est l'un sinon le premier outil que nous utilisons parce qu'il a l'avantage de toucher à l'instant T tout le monde. Et toutefois, le PAD ne s'est pas jeté dans tous les médias sociaux, tous les supports digitaux. Nous avons opté pour un site web qui donne des informations de manière générale
et des articles plus développés annoncés dans notre page Facebook, laquelle nous permet d'être en interaction directe avec un certain public. Nous avons également une page LinkedIn pour les échanges avec nos partenaires d'un certain niveau et une chaîne YouTube également pour montrer en image ce que nous développons sur des textes ou dans les textes dans nos interfaces numériques. Donc, le digital occupe une place importante dans notre stratégie et j'en veux pour preuve les recrutements au sein de l'entreprise de ce corps de métier et actuellement 2 collaborateurs qui sont en formation au Collège de Paris pour l'obtention d'un master en administration digitale. C'est-à-dire que les efforts sont mis en contribution pour davantage développer la stratégie digitale qui répond aux besoins de nos partenaires. Merci à Khadija. Et là, on va parler de la partie solution vision, notamment avec sa casquette de cofondatrice de IA Africa et de la création de l'IFRED Forum, donc qui a décidé de miser sur le secteur économique et l'intégration économique des États à l'échelle du continent. Quel a été le constat, le besoin identifié et en quoi une telle plateforme panafricaine contribue-t-elle à changer la perception du continent africain? Alors, IFRAN Forum, parce qu'il faut dire qu'IFRAN Forum, l'événement est arrivé avant la création du réseau et la création du réseau a été initiée à partir d'un besoin que nous avons constaté. Lors de la première édition d'IFRAN Forum qui a eu lieu en 2016, nous sommes partis sur un objectif qui a été clairement défini dès le début, c'est comment faire pour favoriser la collaboration et la coopération intra-Afrique. Et au bout de 5 jours d'échanges, de partage, de débats, nous sommes arrivés à une conclusion toute simple, bon, plusieurs conclusions, mais celle qui a eu beaucoup de sens, ou la conclusion qui était très claire pour nous, c'est que pour pouvoir arriver à une situation où nous allons collaborer, il va falloir d'abord passer par la case connaissance. On a compris que les Africaines et Africains ont d'abord besoin de se connaître. Je pense, et ça fait partie aussi du narratif et de ce changement de narratif que nous devons tous et toutes opérer. L'Afrique aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme si c'était un seul pays. Or, l'Afrique, c'est 54 pays, 54 histoires, 54 cultures, mais aussi 54 économies différentes et sociétés différentes. Et le fait de mettre tout le continent dans un seul panier, y compris les Africaines et Africains eux-mêmes, entre elles et eux, ça ne permet pas de bien nous connaître et donc ça rend encore plus difficile, le fait de pouvoir travailler ensemble. C'est pour cela que immédiatement nous avons compris cela et nous avons placé la 2e édition d'IFRAN Forum qui a eu lieu en 2017 sous le thème « L'Afrique fait confiance à l'Afrique ». Parce que d'abord, avant d'aspirer à travailler ensemble ou collaborer ou même aller dans, d'ailleurs, cette zone de libre-échange, je pense qu'il y a un prérequis qui est la connaissance et la confiance pour pouvoir travailler quand bien même on arrive à régler les freins logistiques qui existent sur le continent, mais il y a cet élément de connaissance et confiance. Et donc, nous avons compris qu'il fallait d'abord favoriser cette connaissance et c'est de là qu'est né e-Africa. Alors, e-Africa est un réseau qui regroupe plus d'1 millier de chefs d'entreprise, opérateurs économiques, décideurs et donneurs d'ordre politiques de différents pays d'Afrique. Et l'objectif de ce réseau est de pouvoir être ou se positionner comme un espace de débat, d'échange, de partage, de réflexion, mais aussi d'action en faveur d'une Afrique qui travaille intégrée justement, où on peut mener des choses de Tanger jusqu'à Cape Town et dans une seule logique et une seule vision qui est de développer le continent. Alors, et une fois ce réseau, la création de ce réseau a été amortie, eh bien, on a compris, on a vu à quel point est-ce qu'il y a besoin pour les Africains et les Africains de pouvoir se retrouver dans des espaces comme ça où on n'est pas là forcément pour vendre. Mais on est là d'abord pour échanger et pour discuter et pour se connaître et se comprendre.
Donc, et puis, au fur et à mesure que ce réseau est en train de grandir, bien sûr, le contact chez nous, il est essentiel. C'est en se rencontrant, c'est en discutant qu'on arrive à développer plus de liens, de connaissances et de confiance. Et donc, est venue la perpétuité de l'événement Ifrane Forum. Et là aussi, donc, qui se tenait traditionnellement une seule fois à Ifrane, donc la ville d'Ifrane au Maroc, une fois par an. Mais là encore, on a compris que pour pouvoir mettre toute l'Afrique ensemble, il faut d'abord mettre les sous-régions ensemble. Et c'est très intéressant lorsqu'on voit que c'est d'abord la connaissance qui est essentielle. Donc, on a instauré ce qu'on appelle les éditions itinérantes d'Ifrane Forum. Et donc là, on va venir s'intéresser à des sous-régions. Une première édition a eu lieu à Brazzaville en 2019, où on s'est intéressé à l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, on est en train de préparer une édition en octobre prochain, octobre 2021, à Dakar, pour plus se focaliser sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment la connaissance. Il faut venir des gens, il faut faire venir des participants de plusieurs pays du continent qui vont écouter, qui vont parler, qui vont échanger pour qu'on puisse vraiment favoriser cela. Au fur et à mesure, on se rend compte que ce réseau, qui est né d'abord pour favoriser la connaissance et la confiance, peut devenir un élément d'influence à un certain niveau, que ce soit un niveau local ou un niveau régional ou continental, et on s'aperçoit qu'on devient réellement un élément d'influence lorsqu'on est contacté par des organisations pour pouvoir prendre part à nos événements ou pour être partenaire d'une action ou pour contribuer à une réflexion dans le cadre d'un think tank. Et donc, on comprend qu'on devient cette troisième partie dont je parlais tout à l'heure, que nous a crédible et connue et reconnue, que des organisations vont aller chercher pour leur faire porter leur message ou approprier le message. Et alors, Elodie, je veux juste faire le parallèle d'un autre réseau que vous connaissez bien, qui est le Africa Communications Week. Et donc, c'est réellement pareil. Donc, des réseaux par métier, par intérêt sont nécessaires. Il faut qu'ils puissent se multiplier au sein du continent pour pouvoir, parce que c'est ces réseaux-là qui sont faits par des Africaines et des Africains qui peuvent redéfinir le vrai narratif africain. Le problème aujourd'hui, c'est que ce narratif, nous le subissons, nous ne le choisissons pas. Il a été fait et continue d'être perpétué par des externes, des forces externes au continent africain, et donc il ne nous reflète pas et on ne s'y retrouve pas. Donc c'est à nous de prendre le relais pour revenir au thème de ce webinaire, c'est cette prise de conscience, mais aussi prise de parole de la part d'Africaines et Africains qui est nécessaire pour instaurer cette reprise en main de notre narratif. Merci beaucoup, Khadija. Et on fait un coucou aux équipes de Africa Communications Week qui font un travail formidable. Le webinaire est très passionnant, mais il va tirer à sa fin. On aimerait rester des heures à discuter avec vous. Je vais poser une dernière question à Evelyne. Evelyne, tu as l'habitude pour dire un contenu beau est un contenu universel. Alors, pour toi, le narratif africain est-il un narratif universel? Et pour faire le parallèle avec ce que Khadija disait tout à l'heure, elle parlait donc de ces réseaux qui sont importants pour écrire le narratif africain. En tant que média, comment un média peut attirer les investisseurs, les sponsors en médias africains, panafricains qui veulent se développer et pour contribuer à ce narratif? Très rapidement, en 2 minutes. Oui, alors, est-ce que le narratif africain est universel? J'allais dire absolument. Je veux dire, une histoire est universelle à partir du moment où elle contient les ingrédients, même si elle part d'histoires très, très personnelles ou dans des lieux qui sont totalement différents, à partir du moment où on a tous les ingrédients de la beauté de cette histoire. Donc, oui, il est temps justement de pouvoir conter les histoires africaines à partir, et je suis tout à fait d'accord avec Khadija, il est temps que les Africains, les Africaines eux-mêmes repartent et dans l'histoire et dans le passé, dans le présent, et même de se projeter dans le futur pour pouvoir écrire
et commencer à raconter leurs propres histoires. Et l'histoire devient universelle à partir du moment où elle est transportable, à partir du moment où elle peut justement à l'autre bout de la planète être écoutée et être appréciée. Je crois que les Africains ont prouvé leur capacité à absorber depuis des siècles et concernant le contenu en particulier, nous avons absorbé du Bollywood, nous avons absorbé de la telenovelas, du film français, du film chinois. Enfin, je crois que la capacité à absorber, elle est réelle. Donc, si nous savons consommer du Hollywood, bien sûr, demain, le monde peut consommer du contenu africain. Donc oui, l'universalité, à mon sens, bien sûr, même si nous partons du particulier, l'universalité, c'est cette capacité à un moment donné à trouver des ponts et à raconter des histoires qui touchent le cœur et les émotions des personnes. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, l'histoire, elle devient absolument universelle. Et donc, concernant la deuxième partie de la question, oui, les investisseurs, comment les attirer? C'est d'abord, je pense, c'est de prendre conscience, en tout cas dans mon métier à moi, que je crois que le contenu, c'est de l'or. Il y a justement, je fais d'abord aussi appel j'allais dire, aux investisseurs africains, parce que dans nos métiers, beaucoup de ces investisseurs sont internationaux, sont en dehors du continent. Et je crois qu'il est temps que les Africains aussi prennent conscience que eux doivent aussi mettre leur participation pour co-construire ces contenus dont on parle et contribuer à porter ce narratif africain chez nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Merci Evelyne, le message est bien passé pour les investisseurs africains. On va continuer avec Ebel pour terminer avec Khadija. Ebel, dans 10, 20, 30 ans, que veux-tu qu'on raconte du Cameroun et que veux-tu qu'on raconte de l'Afrique? Oui, en 2 minutes. J'ai eu un souci de connexion. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Alors, je dis, dans 10, 20, 30 ans, que veux-tu qu'on raconte du Cameroun et de l'Afrique? Une réponse en 2 minutes, s'il te plaît. Je ne t'entends pas, je suis désolé, je ne t'entends pas. Si toi, tu me reçois, tu peux reprendre la question. Ma question est, dans 10, 20 ou 30 ans, que souhaites-tu qu'on raconte du Cameroun et de l'Afrique? Alors, Ebel a un souci de connexion, on va continuer avec Khadija et on va revenir à Ebel à la fin. Khadija, dans 10, 20, 30 ans, que souhaites-tu qu'on raconte du Maroc, du Maghreb et de l'Afrique? Très rapidement, s'il te plaît. Alors, tout simplement, je souhaiterais juste qu'on raconte la vraie histoire que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, des pays qui ont leur histoire, qui ont leur culture, qui ont leur potentiel et des pays qui sont capables d'exister ou alors des régions qui sont capables d'exister et de s'imposer par ce qu'elles sont et par ce qu'ils sont et pas uniquement en ressemblant à d'autres. Je veux que l'Afrique soit acceptée par le reste du monde et vue en tant que zone qui est riche de culture, riche de traditions, mais riche aussi de potentiel. Je veux un jour que tout ne soit pas calqué sur les normes européennes. Je veux un jour que des marques africaines, marocaines, maghrébines ou africaines puissent défiler, si je parle de mode, puissent défiler dans les grandes Fashion Weeks et qu'on puisse mettre quelques centaines d'euros à acheter un article made in Africa de la même manière qu'aujourd'hui on va le mettre sans trop se poser la question sur du made in France ou made in Italy. Et je veux surtout que les Africaines et Africains soient fiers de leur origine et qu'on arrive à dépasser ce sentiment que certaines ressentent de manque de quelque chose en venant de ce continent-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est très clair que l'avenir est africain et donc c'est à nous d'en être convaincus pour pouvoir convaincre le reste du monde. Merci Khadija. Alors, on va revenir à Ebel, si Ebel est de retour parmi nous et s'il nous entend bien. 100%. Ok, parfait. Ebel, dans 10, 20, 30 ans, que souhaites-tu qu'on raconte du Cameroun et de l'Afrique? Et pour toi, de quel État devrions-nous nous inspirer aujourd'hui au niveau de l'Afrique, un État qui a réussi son nation branding et qui peut être inspirant pour les autres pays?
Eh bien, m'inspirant de l'intervention de Khadija tout à l'heure, je préfère commencer par la dernière question. Chaque pays africain a sa spécificité. Pour ce qui est du Cameroun, je voudrais le réitérer fièrement ici que c'est une Afrique en miniature, comme exemple. Pour revenir donc à la question, les modèles de gestion des pays africains, à mon humble avis, ne sont pas transposables d'un pays à un autre. Toutefois, il peut s'agir, Élodie, de s'inspirer des forces des uns et des autres. Je prendrai quelques exemples. L'expérience de la gestion moderne des ports que nous donne le Maroc avec Tanger Med. Khadija ne m'en dira pas le contraire. Peut-être copié au même titre que le modèle du dynamisme économique du Nigeria, voisin au Cameroun, ou la construction et le développement urbain des villes africaines telles qu'on l'observe au Rwanda. Je citerai aussi le Ghana pour sa volonté de s'affranchir des institutions monétaires internationales et de traiter avec des pays occidentaux d'égal à égal, ou encore le Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, avec sa capacité de résilience aux crises endogènes et exogènes, notamment pour la gestion du port de Douala. Donc, le Cameroun ou l'Afrique, dans 10, 20 ou 30 ans, je dirais, je rêve d'une Afrique qui est totalement dénudée des paradigmes occidentaux, une Afrique qui évolue en prenant en compte et en considération sa sociologie et ses réalités ethnologiques. Donc, pour moi, je vois une Afrique qui se développe avec ses richesses, une Afrique qui est célébrée parce qu'elle est hospitalière. Je vois une Afrique, un continent qui est uni, parce qu'il faut le dire, nous parlons beaucoup plus de refaire le narratif africain sans présenter ce qui est un frein à ce narratif-là, notamment les frontières. Donc, je rêve d'une Afrique unie qui se développe malgré ces différences culturelles, sociologiques. Une Afrique qui se présente comme un continent qui donne des leçons aux autres. Merci Ebel. On est à la fin de ce tout premier webinaire Global Mind Consulting et Naol Media. Je tiens à remercier au nom de Naol Media et de Global Mind Consulting Ebel Olinga, Radidia Idrissi Yanati et Evelyne Diata pour le temps qu'ils nous ont accordé. Je tiens ici également à vous remercier, à vous auditeurs qui nous avez écoutés. Et je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur les pages Global Mind Consulting, donc présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Naol Media est également présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Vous pouvez également consulter le site internet de globalmindconsulting.com ou naolmedia.com. Et on vous dit à très bientôt pour la suite des webinaires. Ce n'est que le premier d'un très grand panel qui arrive avec des experts aussi riches et aussi passionnants. À très vite et restez connectés. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.